De retour dans l'Africa Newsroom, deuxième partie, nous sommes toujours en compagnie de Maxime Somé, enseignant-chercheur, ancien ministre au Burkina Faso, Augustin Tchameney, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique. Alors on continue donc de parler de ces funérailles de Kofi Annan qui se sont tenues ce jeudi à Accra au Ghana. Monsieur Somé, vous vouliez intervenir peut-être au sujet du lien entre Kofi Annan et l'Afrique. L'Afrique a occupé quand même une place assez importante dans son parcours. Et je n'ai pas dit exactement l'Afrique. Oui. Non, c'est-à-dire que l'homme avait deux combats, l'Afrique et puis l'extérieur, et puis il avait un combat à l'intérieur même du système. Je pense que s'il a fait deux mandats, ce n'est pas un hasard. Et il fallait faire des réformes à l'intérieur. Et on parle du combat avec les puissances. Il a su gérer ça pour pouvoir continuer le mandat. Donc, il y a eu des réformes importantes qui ont été réalisées. Donc, si on prend ça globalement, on ne va pas dire bon, les échecs qu'il a eu sur l'étranger, que ce n'est pas tout à fait. Moi, je pense qu'il a le mérite d'avoir su faire ces réformes nécessaires au sein même du système des Nations Unies. Et parce que si on se focalise, et parfois quand on a un Africain qui a un poste international, on attend trop de lui. Or, ce n'était plus Kofi Annan pour l'Afrique, c'était pour le monde entier. Le monde. La même chose, comme plus récemment, on a le président Barack Obama, on pense. Donc Kofi Annan, c'était ça. Il ne faut pas qu'on soit trop dessus en se focalisant en disant qu'il n'a pas assez fait pour l'Afrique. Il avait les mains liées à quelque part, il ne peut pas tout faire. Donc, ce qui est positif, je pense aussi, ce sont ces réformes nécessaires qu'il a pu mener au sein de l'organisation. Parce que beaucoup s'attendaient qu'il échoue là-bas. Oui, mais voilà. Il les a menés d'ailleurs, mais c'est au profit de l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est le continent le plus faible, économiquement parlant. Économiquement parlant, et même démographiquement, c'est maintenant qu'on commence à sortir de la démographie pour dire que c'est un continent démographiquement qui compte. Oui. Mais sinon, c'était 700, 800 millions. Par rapport aux autres, on n'était rien. Hein? Et puis, disons-le, franchement, quand on parle de développement, l'Afrique est toujours indexée. Que ce soit au point de vue santé, au point de vue éducation, au point de vue infrastructure, l'Afrique est dernière. Donc le fait qu'on ait eu, par exemple, des responsables comme lui, même Boutros Ghali, mine de rien, son prédécesseur, mine de rien, ils œuvrent pour l'Afrique. Parce que quand on assagit les grandes puissances, on les assagit ça veut dire au profit de l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le continent des conflits. La majeure partie des conflits qui se font à travers le monde sont des conflits qui se passent chez nous. C'est vrai que les conflits sont aiguillonnés par des puissances, mais il faudra se dire que tant que l'Afrique ne sera pas en paix, l'Afrique ne se développera pas. Donc ça... La santé aussi, oui, absolument. On en viendra bien. Oui, tout à fait. Et puis donc, cause pour laquelle, même après son départ des Nations Unies, vous avez vu là où il a été appelé. Par exemple, pour l'agriculture, pour le panel sur le développement, pour les industries extractives africaines, il a été de tous les combats. De tous les combats, et puis même, par exemple, pour la Birmanie, vous avez vu, jusqu'en 2018, il était appelé pour essayer de voir pour les Rohingyas, le massacre des Rohingyas. Donc la Syrie aussi, il a été appelé, lorsqu'il a vu que ça ne pouvait pas marcher, il a démissionné tout de suite. Donc il a été de tous les combats, il faudra lui en reconnaître gré et puis dire qu'il a fait du très bon travail. Ça, je crois que d'ailleurs même les autres, tous les présidents américains qui sont vivants lui en sont reconnaissants. Les actuels savent qu'il a fait du bon boulot. Donc je crois que le travail quand même a été accompli pour le bien du monde entier, pour les Nations Unies. Voilà. Alors, en 97, donc, pour la première fois, donc on revient quand même sur cette année qui était particulière. Pour la première fois, un homme issu d'Afrique subsaharienne occupe pour la toute première fois la plus haute fonction internationale. Donc, la désignation de Kofi Annan, c'était véritablement un événement d'une portée considérable en cette année-là, et même encore aujourd'hui, Augustin Tchameney. Moi, je pense qu'on ne peut pas totalement détacher cela de son prédécesseur qui était Boutros Ghali. Lui, déjà, c'était un Africain, même si Africain du Maghreb.
Ça n'en reste pas moins que c'était un Africain, et que depuis sa création au Sahel, depuis 1945, il n'y avait pas encore eu cette partie du monde qui avait occupé cette fonction-là. Donc je pense que la réussite de Boutros Ghali a peut-être facilité, a rendu peut-être plus facile le choix de Kofi Annan. Et la deuxième chose aussi qui est peut-être facilitatrice, c'est le fait qu'il soit de la maison. C'est-à-dire que Kofi Annan ce n'est pas le candidat, le parrain de tel ou tel État. C'est un fonctionnaire des Nations Unies qui a été promu à ce poste-là en étant déjà sous-secrétaire général chargé du maintien de la paix à cette époque-là. Oui, c'est vrai que 1997, c'est quand même, on est quand même dans une époque où quand un Africain occupe une fonction très importante, d'envergure internationale, je veux dire, c'est exceptionnel. Donc oui, effectivement, c'était totalement nouveau, j'ai même dit inattendu. Et on se serait attendu à ce que M. Kofi Annan ne réussisse pas, ou que ce soit davantage un coup d'essai. Mais en réalité, il a eu beaucoup de maîtrise de cette fonction, au point où on se demandait même s'il y avait réellement, j'allais dire, s'il y avait une singularité justement du titulaire de ce poste-là. Donc il a très bien occupé cette fonction. Il s'est même permis d'ailleurs de prendre des positions, comme on l'a dit tout à l'heure, des positions très atypiques, des positions très osées, quitte à ce que, et il a toujours d'ailleurs, même au moment de partir, il a toujours critiqué la politique américaine, de la diplomatie américaine qui est très offensive et qui est une puissance militaire très affirmée. Il a toujours critiqué cela, et ce qui veut dire qu'il n'a jamais, ménagé, si vous voulez, il n'a jamais ménagé un confort ou un souci de confort pour son poste au détriment des positions qui lui sont chères. Donc oui, effectivement, c'était un grand événement, mais qui effectivement n'a pas été, on va dire que les attentes n'ont pas été déçues. Alors Kofi Annan, 4 décennies, vous l'avez dit, passées aux Nations Unies, dont 10 au poste de secrétaire général donc de l'organisation, des décennies marquées par les guerres en Afghanistan, en Irak, et pendant ces périodes également, Kofi Annan s'est illustré quand même dans la guerre des Balkans et la crise irakienne. Quelle gestion on peut véritablement... quel adjectif pour décrire la gestion de ces crises par Kofi Annan? Maxime Somé. Son expérience, il a dit, au sein des Nations Unies, il a occupé le poste chargé de la paix. Il savait qu'il ne fallait pas aller frontalement face à toutes ces puissances qui étaient en conflit. Il fallait du tact. Je pense que ce qu'il a utilisé, qui a été la source de son succès, n'est pas opposé. Il disait ses vérités, ce qu'il fallait. Mais sans se mettre à dos des pays, par exemple, comme les États-Unis. Voilà, ça c'était très... Il a souvent fait. Il s'est mis à dos les États-Unis pour l'Irak. Voilà. Bon, quand il fallait, il le faisait. Voilà. Quand il fallait, il le faisait. Mais il savait jusqu'où il fallait aller. De laisser une porte de sortie pour qu'ils aient leur honneur. Mais il savait que l'essentiel, c'était l'humanisme et la paix. Mais il a été marqué par cette affaire du génocide rwandais quand même, qui c'est le silence peut-être criminel. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a compris qu'il y a des situations face auxquelles on ne peut pas se permettre de rester silencieux. Et puis son accession au poste de secrétaire général, c'est les États-Unis qui l'ont recommandé. Qui l'ont recommandé, au détriment de Boutros Ghali. Ah oui, donc ça, après, il a effectivement montré ses muscles pour dire que je ne suis pas un béni oui-oui, et puis que voilà, donc s'il y a des positions à prendre pour le bien du monde entier ou pour le bien des Nations Unies, je les prendrai. Voilà, à mon âme et conscience. Donc il a pris ses responsabilités là où il devait les prendre. Voilà, là où il devait les prendre. C'est là qu'il est exceptionnel, Kofi Annan. C'est-à-dire qu'il réussit justement à faire passer ses idées sans susciter d'animosité ou d'hostilité. Il a effectivement pris des positions face aux États-Unis, mais il n'en demeure pas moins qu'il a été réélu toujours sur recommandation.
et de manière acclamée. Donc il a su préserver finalement l'équilibre de ses relations avec les membres, notamment du Conseil de sécurité. D'ailleurs, il le faisait, c'était à bon escient, c'était à bon escient à tel point qu'il en a reçu le prix Nobel de la paix. Donc, effectivement, 2001, il avait une bonne connaissance de la maison, donc ce qui fait qu'il pouvait manœuvrer sans se mettre à dos. Ça, c'est aussi un atout qu'il a. Il connaissait bien la maison, il connaissait la réaction des gens. Bon, effectivement, quand on dit un politique qui vient de l'extérieur, souvent il ne connaît pas le mécanisme et tout de suite on l'observe. Mais là, il connaissait, il savait que si je fais ça, je vais avoir le soutien, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire ici. Je pense que ça, il a eu la chance et puis sa personnalité aussi. Alors 2001, il reçoit le prix Nobel de la paix. Finalement, c'est le couronnement de toute une vie d'engagement. Absolument. Bon, ça, je crois quand même que parce que les Nations Unies ont reconnu qu'il a fait du bon boulot. Les Nations Unies, le monde entier, et puis justement l'Académie Nobel a reconnu qu'il a fait du bon boulot, donc il fallait couronner. Parce que dans la vie aussi, il faudra être reconnaissant. Je crois qu'ils ont vu en lui une personnalité qu'ils n'avaient pas vue auparavant. Par les prédécesseurs qui sont passés, cet engagement ferme vis-à-vis des grandes puissances et puis vis-à-vis du monde en développement, c'était sous son règne. C'était sous son règne. Donc voilà pourquoi aujourd'hui vous avez vu Guterres qui était là-bas. Et puis il y a la reine Béatrix aussi de Hollande qui est une amie proche de la famille. Et puis d'autres présidents qui sont venus rendre un dernier hommage à ce grand monsieur. Donc bon, c'est pas seulement parce qu'il est africain, mais parce que c'est quelqu'un qui a su diriger l'institution d'une manière correcte. Voilà, ça, il faudra que les gens se reconnaissent justement cette qualité. Alors, l'Afrique, on l'a quand même peu évoqué dans cette émission, occuper une place quand même particulière dans le parcours de Kofi Annan. Ceci dit, il a quand même su garder son indépendance par rapport aux dirigeants africains en défendant notamment la CPI, la Cour pénale internationale, contre toutes les critiques que formulent depuis un certain temps déjà par certains pays du continent. Alors, Augustin Tchameney Alors, très rapidement, moi je pense que sur ces rapports avec l'Afrique, alors je préfère dire d'entrée de jeu que le bilan du passage de Kofi Annan en tant que secrétaire général des Nations Unies est globalement intéressant. Mais moi, je reste sur ma faim concernant justement ce qu'il aurait pu faire pour le continent africain. Moi, je pense que quand on est originaire d'un continent comme l'Afrique et qu'on a des fonctions internationales, on ne peut pas se permettre de penser qu'on est seulement à la disposition du monde. Personne n'en voudrait à un Africain qui mène des politiques efficientes pour l'Afrique, parce que pour moi, c'est le continent le plus nécessiteux. Et je n'ai pas le sentiment que le passage de Kofi Annan en tant que secrétaire général des Nations Unies ait permis de bouger les lignes en Afrique. Avant lui, il y avait toujours autant de conflits, il y en a eu encore plus. De 92 à 2010, il y a eu, rien qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu une vingtaine de zones de conflit dont les causes sont connues et qui sont les mêmes. Et c'est en règle générale les instabilités politiques. Et je pense de ce point de vue-là, c'est un sujet qui aurait pu faire l'objet d'une réflexion beaucoup plus approfondie, soit au sein de l'Assemblée générale ou ne serait-ce qu'au sein de la Commission de droit international des Nations Unies pour adopter des dispositions impératives qu'on peut adopter et faire en sorte que les dirigeants africains aient de plus en plus de sens de l'intérêt général, ce qui leur fait le plus criardement défaut. Concernant la CPI, oui, c'est normal qu'ils défendent la CPI parce que, à mon sens, les Africains qui pensent aujourd'hui que la CPI n'est pas nécessaire, très souvent, c'est d'abord par souci de militantisme. C'est-à-dire que c'est parce qu'on s'imagine mal être répréhensible par une cour qui, prétendument, ne s'intéresse pas aux crimes qui se passent ailleurs qu'en Afrique. Moi, je pense qu'on ne peut pas justifier, nos erreurs par le fait que les autres en font autant. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que les raisons pour lesquelles les chefs d'État africains sont poursuivis devant la Cour pénale internationale
nationales sont réelles, ce ne sont pas, et si vous voulez, ce ne sont pas c'est pas le fruit de l'imagination. Et l'Afrique reste le continent où il y a le plus grand foyer de conflit au monde. C'est-à-dire que et ça coûte beaucoup trop d'argent pour les Nations Unies, justement, de faire du maintien de la paix. Et en particulier, les plus grandes opérations, le plus grand nombre, en tout cas, dans les opérations de maintien de la paix, sont dirigées vers l'Afrique. C'est pour cette raison qu'on doit cesser aujourd'hui de penser la paix en Afrique de manière opérationnelle et imaginer la paix en Afrique de manière beaucoup plus préventive, serait beaucoup plus efficient. Et je pense que sur ce terrain-là, Kofi Annan, toute raison gardée, puisque je pense que de sa position de secrétaire général, il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il aurait pu influencer un certain nombre de directives ou de résolutions en ce sens. Donc un pouvoir décisionnaire limité en ce qui concerne l'Afrique, vous êtes d'accord, Maxime Sommet? Moi, je vais mettre un bémol. Il n'est pas élu secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas le président de l'Afrique. C'est pour cela qu'on ne peut pas lui dire qu'il n'a rien fait pour l'Afrique. Là, il n'est pas élu pour l'Afrique. Il est élu secrétaire général des Nations Unies, il a son job. Et moi, je pense qu'il a bien fait, en privé. C'est sûr qu'en discutant avec certains chefs d'État africains, en faisant un discours, il donnait ses orientations, ce qu'il pense. Pourquoi allons-nous demander à Kofi Annan de représenter le président de l'Union africaine ou nos chefs d'État? C'est à eux de faire ce job-là. Ce n'est pas à lui. Il ne peut pas lui dire qu'il n'a pas fait ce qu'il a fait. Mais il donnait dans ses discours des orientations. Je pense qu'il a eu à faire ce qu'il a fait. Quand on regarde sa région natale, Koumassi, où il n'est pas très loin de la chefferie traditionnelle, il a le sens des affaires. Donc, il a impulsé ce qu'il pouvait faire. La CPI, il a raison. Si il disait non, pas militantisme, mais on supprime ces structures, c'était laissé aller pour tous nos chefs d'État. Si nous avons le sens des affaires en Afrique, on n'a même pas besoin de cette cour. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous menace, parce que chacun dit « je peux faire ce que je veux ». Bon, c'est vrai. Et donc, sur ce point, je pense qu'il faut qu'on soit assez modéré, et puis, etc. Ne pas le condamner en disant qu'il n'a rien fait pour l'Afrique. Non, mais de toute façon, quand on est secrétaire général des Nations Unies, on est pour le monde entier. Oui. On n'est pas seulement pour le continent. Mais par ricochet, il a toujours œuvré pour le continent, par ricochet. Et puis les rapports de force, il faudra les analyser. Hein. Le rapport de force qui existe au sein des Nations Unies, il faudra les analyser. Lui, il a toujours su se maintenir au milieu pour essayer de jauger et puis essayer quand même de donner, par exemple, une marge de manœuvre à cette institution. Ça, il faudra que les gens en soient conscients. Et puis, il a maintes fois dit aux Africains que les droits de l'homme doivent être respectés. Mais il ne peut pas soulever une armée. Les armées des Nations Unies, ça n'existe pas. C'est des contingents que chaque pays donne. Ça, il faudra qu'on le sache. Et puis, à part ça, il a œuvré pour que la corruption diminue en Afrique. Cause pour laquelle, pour le panel, il en parle régulièrement. Il en parle pour la redistribution, pour l'égalité entre hommes et femmes. Et puis pour que l'Afrique puisse essayer de promouvoir l'agriculture, par exemple les infrastructures en Afrique, les industries extractives, il en a parlé, mais regardez les rapports, moi je les lis régulièrement. Donc ça, il faudra que, quand on est secrétaire général d'une institution pareille, c'est par ricochet qu'on donne des impulsions au continent. Mais le continent, je crois que tout le monde le sait, il faudra que nos dirigeants veuillent aussi se développer et veuillent lâcher le pouvoir. Parce que si on est au pouvoir depuis une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, et on croit que c'est la propriété de sa famille, mais non. Alors moi, je vais prendre des exemples tout simples. Quand je dis que je trouve qu'il y a des actions qu'il aurait pu implémenter concernant les instabilités politiques en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, l'Union africaine est un organisme du chapitre 8, qui fait du maintien de la paix en Afrique, donc qui est en rapport permanent avec les Nations Unies. Ce qui veut dire que dans le cadre de ces rapports-là, il aurait pu diligenter des actions. Le droit de l'Union africaine aujourd'hui, en matière électorale et des démocraties, interdit clairement les changements de constitution pour se représenter, pour faire sauter les limitations de mandat, etc. Mais presque tous l'ont fait sous Kofi Annan.
presque tous l'ont fait. Donc à partir du moment où nous avons des dispositions qui sont claires, qui sont précises et qui ne sont pas respectées, évidemment l'Union africaine ne peut pas compter sur elle, puisque en réalité c'est le syndicat de tous les États qui ne respecte rien. Donc ce n'est que si vous voulez, ce n'est que sur un plan d'une envergure beaucoup plus internationale et en particulier les Nations Unies qu'on peut espérer des mesures beaucoup plus coercitives et qui viseraient clairement ces dispositions-là, puisqu'on sait que c'est, pour moi, je pense en tout cas, que c'est la cause d'un grand nombre de conflits qui se font sur le continent. Et donc, sur ce point de vue-là, il y a eu un statu quo. Alors, pardonnez-moi, en quelques secondes, très rapidement, on sait que Kofi Annan jouit finalement d'une image d'homme de paix, il est hautement respecté, on l'a vu ces derniers jours aussi, voilà, à travers ces hommages qui se sont multipliés à travers le monde entier, dirigeant charismatique, mais qu'est-ce qu'il laisse finalement comme, qu'est-ce qu'il évoque comme héritage auprès de la jeunesse, notamment la jeunesse africaine? Qu'est-ce qu'il évoque aujourd'hui? Mais il a dit, quand on a l'action pour l'agriculture, il a mis en place une fondation, il a des idées. Si on lit tous ces rapports, c'est des mines à exploiter. Et si on ne lit pas, c'est notre défaut. Notre jeunesse ne lit pas, bon, on gouverne le monde par les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on ne lit pas l'essentiel. Sinon, Kofi Annan, il a produit beaucoup de choses. La révolution verte, les extractions, ce qui fait la force de l'Afrique en matière économique, c'est-à-dire l'agriculture et puis les mines. Il a donné des instructions, comment il faut faire, qu'on exploite ça à notre propre profit pour se développer. Juste un petit truc. Non, Kofi Annan est un homme de paix très attaché au droit, ce qui fait qu'il ne pouvait pas se permettre de violer les constitutions des pays. Il appartient à chaque peuple de se révolter contre ce qui n'est pas juste. Si votre constitution permet de faire des modifications, vous les faites. On a vu des pays, bon, je ne vais pas citer le nom, où on a voulu faire des modifications. Le peuple n'était pas d'accord. Ils ont viré le président. Et il appartient à chaque peuple. Ce n'est pas les Nations Unies qui vont faire ça, ce que je vous dis simplement. Ah mais il existe au sein du système des Nations Unies ce qu'ils appellent la responsabilité de protéger, qui consiste à intervenir quand justement les populations sont menacées. Pas des moyens, il a dit. Non, mais bien entendu. Donc, je dis effectivement qu'en tant qu'Africain, moi je serais aujourd'hui à cette fonction-là, je serais mieux placé quiconque pour savoir que c'est des difficultés réelles. Respecter les textes en Afrique, ça pose un problème. Et donc si j'avais des actions à implémenter, ce serait davantage sur ce domaine-là. Merci beaucoup à tous les trois. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir donc sur les funérailles et sur ce long parcours de Kofi Annan au sein de l'ONU, donc organisation dans laquelle il était secrétaire général à la fin des années 90. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et on parlera du Zimbabwe. À tout de suite.